Ok, donc concours général, exercice 3. Alors bon, je pense que vous avez tous pris du temps pour regarder le sujet. Alors on va l'afficher. C'est bon, sur YouTube vous voyez le sujet. N'hésitez pas à le prendre à côté de vous hein, pour pouvoir le lire pendant que je suis en train de commenter. Donc vous avez le lien dans le chat, ceux qui sont sur YouTube. TikTok je l'ai mis, mais voilà, à chaque fois que je vais faire des explications, j'afficherai l'image. Ouvrez-le donc à côté, vous allez arriver sur un drive et puis vous le téléchargez soit en image soit en PDF. Prenez le PDF, ce sera peut-être un peu plus simple à suivre. Et on va pouvoir lancer. Bon, c'est parti. Alors, je ne vais pas relire tout l'énoncé, je pense que vous l'avez déjà regardé. En tout cas, un conseil classique que vous avez sûrement déjà entendu de la part de votre prof et que je répète, que vous avez entendu sûrement déjà dans beaucoup de vidéos d'aide en maths, c'est que quand vous entamez un exercice, il faut absolument lire tout le sujet en entier. Absolument, absolument. Déjà parce que ça va vous aider à voir où est-ce que vous allez, mais aussi, petite astuce en fait, c'est parce que ça vous donne des idées de réponse à certaines questions. Exemple, quand on va prendre le PDF ici, alors je ne vais pas tout faire, mais des fois vous avez des questions sur des intersections, des unions, P intersection, vous avez des réponses par exemple ici, lesquelles des propriétés P intersection, P union sont satisfaites, et un peu plus bas, dans les questions, on vous donne des conditions pour que ces propriétés soient satisfaites. La propriété P inter est satisfaite si et seulement si, blabla. Si vous allez beaucoup plus bas, dans l'une des dernières questions, on vous dit que la propriété union est satisfaite si et seulement si, blabla. Donc quand vous avez des questions, on vous demande de tâtonner en disant est-ce que c'est satisfait, vous savez si vous avez lu le sujet, si ça l'est ou non, et ça vous aide à vous forger une meilleure intuition de ce qui va se passer en manipulant ces objets. Donc bien tout lire attentivement. Alors ouais, c'est relou parce que c'était un texte de loi le truc, on le lisait et ça n'en finissait pas. Mais c'est un temps qu'il faut sacrifier pour vous donner une meilleure chance de réussite, et puis vous repérez comme ça les questions entre guillemets faciles. Et même s'il y a des questions où vous ne répondez pas, vous savez qu'il y a des questions qui seront un petit peu plus faciles. Par exemple, vous avez les questions de ce style, déduire ceci, démontrer ça, vous avez des ABC qui s'enchaînent comme ça, vous savez qu'il y a des chances que ces questions-là s'appuient sur ce qui a été fait juste avant. Donc ces questions-là, c'est possible de trouver les réponses, même si vous n'avez pas répondu à ce qui a été fait avant. Et en plus, quand vous lisez tout ça, vous préparez un petit peu votre cerveau à voir ces questions et à trouver déjà un début de solution. Donc on revient au début du sujet, enfin pas au début du sujet, au début de l'exercice. Et on va résumer un tout petit peu l'introduction. Alors je vérifie. On fait quoi là? Insta. On est sur l'exo 3 du concours général. J'ai pas mis le lien sur Insta. Je vous mets le lien sur Insta, mais du coup, c'est mieux d'aller sur mon YouTube ou sur mon TikTok. Les gens d'Insta, s'il vous plaît. Salut et bonne chance. Merci, j'en ai avoir besoin. Salut Julien, bienvenue. On a un nombre X ici, qui est encadré entre deux entiers. Intuitivement, vous avez déjà vu ça, hein, les entiers, voilà, vous en avez, qui sont décalés de 1, et puis vous avez tous les réels, et en fait, vous avez un entier qui est inférieur à x. La partie entière, c'est l'entier inférieur à x qui est le plus proche de x. On vous donne des exemples. La partie entière du nombre 2, vu que 2 est déjà un entier, c'est 2, parce qu'il est inférieur ou égal. Notez bien que n est inférieur ou égal, et que juste après, au-dessus, l'entier qui est au-dessus est strictement supérieur à x. C'est hyper important parce que ça va intervenir dans les raisonnements. La partie entière de pi, c'est 3. Attention dans les négatifs, faut pas se faire avoir. La partie entière de moins e, c'est moins 3. Moins e, donc e c'est 2, machin machin. Du coup c'est pas moins 2 sa partie entière, c'est moins 3 parce que c'est moins 3 l'entier qui est à gauche, le plus proche de e, de moins e. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et on définit cet ensemble. Partie entière de n divisé par x, n étant dans les entiers naturels non nuls, donc partie entière de 1 sur x, 3 sur x, etc. etc. Et on donne une caractérisation un petit peu équivalente. Donc l'ensemble qu'on a défini comme ça, c'est tous les entiers k positifs pour lesquels il existe un n entier, tel que n divisé par x est supérieur ou égal à k et inférieur strict à k plus 1. Si vous êtes attentif, vous avez remarqué une similitude avec le x supérieur ou égal à n et inférieur strict à n plus 1. Oui, parce que en fait le k
c'est la partie entière de n sur x, puisque dans l'ensemble, vous avez partie entière d'un entier sur x, et ce résultat-là, c'est ça le cas. Alors, plusieurs entiers peuvent donner la même chose, c'est pour ça qu'on dit il existe un entier, cet entier n'est pas forcément unique, hein. Deux entiers qui suivent 2, 3, 4 divisé par x, ça peut très bien, quand on prend la partie entière, donner la même chose. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il existe, il n'est pas forcément unique, attention à ça. On a des réels, alpha et bêta strictement positifs, et on s'intéresse aux deux propriétés P inter, P union. L'intersection de deux ensembles, donc E alpha et E bêta, est vide, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun entier qui est à la fois dans E alpha et dans E bêta, et la réunion de deux ensembles E alpha, E bêta est égale à n étoiles, c'est-à-dire n privé de 0. N privé de 0, très important, il faut y faire gaffe. Hello, je n'ai pas encore entièrement regardé le sujet, quelle est la difficulté pour un élève de MP? Ça va dans l'ensemble, c'est des raisonnements, il faut être à l'aise avec les parties entières, c'est... je dirais pas que c'est classique, mais c'est un peu plus que classique, c'est entre classique et assez difficile. Alors c'est parti, question 1. Soit x quelconque, démontrer que x-1 est inférieur strict à partie entière de x, inférieur ou égal à x. Et bien du coup, en fait, observez simplement la définition. Vous avez que x, il est supérieur ou égal à n, mais inférieur strict à n plus 1. Ce n-là, comme on a dit, c'est celui qui est à gauche le plus proche de x. Donc on va reformuler ça de manière un petit peu plus mathématique, et on va retenir cette idée parce que ça va intervenir. C'est le plus grand des entiers qui est inférieur à x. Alors c'est une caractérisation qu'on a beaucoup l'habitude d'utiliser dans le supérieur, et c'est vrai que c'est pas évident de le formuler comme ça, mais quand on vous introduit une notion dans un cours comme ça, même si elle est nouvelle, essayez de la reformuler de différentes manières, parce que parfois, une de ces reformulations facilite beaucoup le raisonnement pour certaines questions. Donc, la partie entière de x, c'est le plus grand des entiers qui est inférieur à x. Dans la question 1a, si vous regardez bien, l'inégalité de droite, c'est simplement que la partie entière de x inférieure à x, c'est simplement la définition n inférieur à x, puisque la partie entière, c'est le n dans la définition de l'énoncé. x-1. x-1, c'est un réel qui a 1 de moins que x, et donc qui va être supérieur ou égal à sa propre partie entière, mais du coup qui va être inférieur strict à sa partie entière plus 1. Et il se trouve que sa partie entière plus 1, c'est la partie entière de x. Donc c'est exactement ça en fait, l'inégalité de la question 1a, c'est simplement l'application de la définition pour la partie entière. Donc je vais rédiger tout ça sur le tableau. Alors ça va être en mode prise de notes, je ne vais pas tout ultra détailler pour qu'on puisse avancer rapidement, mais n'hésitez pas si vous avez des questions, je fais des précisions. Je mettrai en lien, donc dans le lien de la rediffusion YouTube, je mettrai en lien le fichier sur lequel j'écris pour que vous puissiez revoir les notes et reconstituer les raisonnements en vous réexerçant si vous voulez retenter. Donc par définition, on a la partie entière de x, il y a un t, est inférieur ou égal à x. Ok. La partie entière, vous l'avez sûrement noté, hein, donc ça se passe un peu comme ça, tac, 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 vous avez les entiers. Allez, par exemple, on a 0, moins 1, 1, 2. Et vous avez un mec x qui est par exemple ici. Bon, ici, dans ce cas-là, la partie entière de x, c'est 1. Si vous descendez pile d'1, vous faites x moins 1, x moins 1, il est là, et sa partie entière prend aussi moins 1. Donc la partie entière de x moins 1, c'est la partie entière de x moins 1. Et de manière générale, ça équivaut à chaque fois que vous diminuez ou augmentez de 1. Donc on va écrire ce petit résultat intermédiaire qui va un petit peu faciliter les choses. Quand vous avez partie entière de x plus k, ça c'est égal à la partie entière de x plus k, dès que k est entier relatif. En fait, si on soustrait x de chaque côté, on obtient la partie entière de x moins x est égal moins frac x. C'est peut-être pour la question suivante. Ouais. Donc ok,
Et du coup, on a le résultat de la première question. X-1. X-1 c'est supérieur ou égal à la partie entière de X-1. Mais la partie entière de X-1 c'est la partie entière de X moins 1. Mais par définition, de la partie entière, si ça c'est la partie entière de X-1, ça veut dire que X-1 est strictement inférieur à sa partie entière plus 1, c'est-à-dire partie entière de X. Donc on a la première inégalité. On a la deuxième inégalité, pardon, et puis on a l'inégalité. On passe au B. Soit n un entier relatif et y un réel tel que y est compris entre 0 et 1, large en 0, strict en 1. On suppose que x est égal à n plus y. Exprimer n et y en fonction de partie entière de x et frac de x. Bon, intuitivement, on le voit venir. Hein. On a x qui est égal à n plus y. Pareil, faites un dessin pour voir un petit peu ce qui se passe. X, il est là. Et vous avez un y qui est dans 0, 1. Donc forcément, votre n, il est derrière, il est plus petit. Et là, on a un plus y. Est-ce qu'on peut incruster un autre entier entre n et x? Du coup, non. Parce que s'il y avait un autre entier entre n et x, ça voudrait dire que l'écart entre n et x serait strictement plus grand que 1. Puisque si là, j'ai un autre entier n', là, j'ai au moins 1 et encore un petit quelque chose entre x et sa partie entière. Et l'écart entre x et y, c'est strictement inférieur à 1. Donc c'est pas possible qu'on ait un autre entier, donc ça veut dire que n c'est le plus grand des entiers inférieurs à x, donc en fait n c'est tout simplement la partie entière de x. Donc x en fait est égal à partie entière de x plus y. Mais sauf que dans l'énoncé on nous dit que la partie fractionnaire de x, c'est la différence entre x et la partie entière de x. Ce qui est exactement le cas. Si je fais passer la partie entière de x de l'autre côté, ça nous isole y et ça nous donne bien que y est égal x moins exponentielle, moins la partie entière. Je vais mettre des grands E pour la partie entière parce que ça me saoule d'écrire ent, donc je vais prendre la notation qui est un peu plus habituelle. Moins la partie entière de x qui est égal à y. Donc en fait, y c'est tout simplement la partie fractionnaire de x. Bon, la plupart avaient l'air de dire que ça c'était facile. Par la A, de l'absurde marche facilement. Alors sur YouTube, remarque, qu'est-ce que tu veux dire raisonnement par l'absurde? Vous avez déjà fait la B. Oui, là je suis en train de finir la B. Mais l'entrecrochet au pire comme on fait d'habitude. Ok. Ok, on passe à la suite, c'est bon? Pas de questions? Ok, on passe à la suite. Question 2. Soit x un réel strictement positif, calculez E de x. Alors, là l'idée c'est de faire des tests si vous ne voyez pas ce qui se passe avec ces ensembles. Bon là, x égale 1, ok, et on verra avec x strictement plus grand que 1, c'est là que ça va être un peu plus intéressant de tester. Mais quand vous voulez attaquer les notions, avant de faire les questions, vous pouvez faire des petits tests pour vous faire une idée. Là on va le faire direct pour x égale 1. Donc, pour x égale 1, cet ensemble c'est quoi? C'est E de 1 sur 1, qui nous fait du coup 1. Mais on y vient. C'est E de 2 sur 1, etc., etc. Vous avez compris l'idée. On a E de n sur 1, avec n dans n étoiles. « 1 sur 1 ça fait 1, 2 sur 1, etc. ça fait 2, et la partie entière d'un entier, c'est évidemment lui-même, puisque c'est lui, l'entier inférieur ou égal à lui-même, qui est le plus grand. Et donc du coup, cet ensemble, c'est tout simplement 1, 2, 3, etc. n dans n étoiles. Ce qui n'est ni plus ni moins que n étoiles. Ok pour la 2A? Attends, je m'attendais à beaucoup plus dur pour le concours général. Tu connaissais déjà la partie entière, c'est gratuit en fait. Pour les premières questions, oui.
Après, ça permettait d'être à l'aise dans le raisonnement, et puis dans les inégalités, oui, clairement. Et c'était pas évident si tu connais pas la partie entière et que tu sais pas la manipuler, d'avoir les raisonnements qui te permettent d'avoir les inégalités. Donc pour un élève de terminale, comme on manipule pas souvent des inégalités de partie entière, non, c'est pas évident. On peut s'en faire une intuition avec ce que j'ai dit au début, reformuler la partie entière, qu'est-ce que ça signifie. Mais quand on est habitué à la partie entière en prépa, oui, ça va, c'est beaucoup plus gérable. Le début était simple, oui. Oui, là ça va, on est cool. Question B. Question B, on veut x strictement plus grand que 1. Allez, on va faire un petit test. On va prendre x est égal à pi. Donc, notre ensemble, c'est la partie entière de 1 sur pi. Après, la partie entière de 2 sur pi. Partie entière de 3 sur pi, etc., etc. Pi c'est strictement plus grand que 1, donc 1 sur pi c'est compris entre 0 et 1 strictement, et donc la partie entière de quelque chose qui est compris entre 0 et 1 c'est 0. Pareil 2 sur pi, pareil 3 sur pi. Donc on a 0. Là je les écris direct en ensemble, mais sur votre brouillon, bah, vous faites les calculs séparément. Partie entière de 1 sur pi, partie entière de machin, etc. Partie entière de 4 sur pi, 4 sur pi c'est du 1, quelque chose, donc ça va faire 1. Et il semble bien qu'au fur et à mesure, on a tous les entiers. On n'a pas tout vérifié hein, pour pi, mais on dirait bien. Je vérifie sur TikTok. Tac. Alors faisons-le maintenant de manière générale quand x est strictement plus grand que 1. Soit x plus grand que 1. Bah, déjà on sait qu'on aura 0 dans cet ensemble. Donc dans E de x, on aura 0. Pourquoi? Parce que le premier c'est 1 sur x. Et 1 sur x, c'est compris entre 0 et 1. Donc la partie entière de 1 sur x. C'est 0. X est plus grand que 1. J'applique la fonction inverse, et donc j'ai 1 sur x plus petit que 1. 1 sur x est toujours strictement positif. Ensuite, intuitivement, donc là j'ai 0 intuitivement. Est-ce que vous voyez comment est-ce que je peux m'arranger pour avoir une partie entière qui fasse 1? Quel entier là il faudrait que je mette avec x? Mettez vos réponses dans le chat, je vais voir un petit peu si vous voyez le truc. X. Partie entière de x plus 1, ouais bien. Partie entière de x plus 1. Si on met x, on a 1, 2x, 2, et ainsi de suite. Alors, ok, mais x, n'oublie pas que ce n'est pas forcément un nombre entier. Donc tu peux pas remplacer n par x. Tu peux pas remplacer n par x. Mais il y a un début d'idée. Partie entière de x plus 1, super. Alors on va tester votre proposition partie entière de x plus 1. Et on va voir ce que ça donne, et puis si ça marche, on continuera, si ça marche pas, on va ajuster. Il y aura une rediff ou pas? Oui, il y aura une rediff. Elle sera postée sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous, et puis activez les notifications. J'essaierai de la poster demain. Alors on a proposé partie entière de x plus 1. Donc partie entière, c'est un entier. Plus 1, c'est toujours un entier. Et donc, du coup, si j'essaie de faire la partie entière de ce truc-là, est-ce que ça va me donner ce qu'il faut? Eh bien, pour savoir, on va encadrer ça. Donc, E de x plus 1, c'est inférieur ou égal à x plus 1. Et c'est inférieur strict, du coup, à celui qui est là, moins 1, donc à x. Je divise des deux côtés par x. X est strictement plus grand que 1, donc strictement positif.
Et donc x divisé par x, bah, j'ai 1. Et là, j'ai ce que je voulais. Ok. Et du coup, ça, en quoi est-ce que ça nous donne quasiment ce qu'on veut? Bah en fait, ça, c'est forcément plus petit que 2, strictement. Pourquoi c'est plus petit que 2? Bah si je retire 1, j'ai que 1 sur x est strictement plus petit que 1. Ce qui est bien en passant à l'inverse, l'affirmation que x est strictement plus grand que 1. Donc x est strictement plus grand que 1, donc 1 sur x strictement plus petit que 1. Je rajoute 1 de chaque côté, et donc 1 plus 1 sur x est strictement plus petit que 2. Donc ce nombre-là, il est compris entre 1 et 2. On s'en fiche que ce soit strict, hein, il est compris entre 1 et 2, deux entiers qui se suivent, donc forcément sa partie entière c'est 1. Donc la partie entière de la partie entière de x plus 1 sur x, ça nous fait 1, super. À vos claviers, comment est-ce qu'on pourrait trouver 2 maintenant? Donc 1 est dans notre ensemble. Hein. On a montré que 0 est dans l'ensemble, 1 est dans l'ensemble. Check, on va mettre une couleur en validé. Quelqu'un le sujet. Max, j'ai mis le sujet dans le chat, remonte, mais attends, je vais le remettre. Le sujet est dans le chat. Salut ma terminale, bienvenue. Comment on fait maintenant du coup pour fabriquer avec un entier 2? Là comme ça je dirais 2 fois partie entière de x plus 1 et on m'a proposé partie entière de 2x plus 1. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Bah, il suffit de tester avec les inégalités hein, et les encadrements. Et on va voir que ouais, hein, ça va être cool. Ouais, les deux ont l'air de marcher. Je dirais plutôt partie entière de 2. Ok, on va vérifier les deux. 2 parties entières de x plus 1. C'est inférieur ou égal à 2x plus 1. Et c'est inférieur donc... Ouais, je pense que c'est un peu mieux de le mettre dedans. Ouais, c'est un peu mieux de le mettre dedans. Parce qu'on a directement ça. Tac. Pardon, pas moins 1 du coup. Plus 1, moins 1, j'ai mis un moins 1 en trop, donc on a bien 2x. Et donc je divise par x. Même délire que tout à l'heure, 1 sur x est strictement plus petit que 1, donc ça c'est strictement plus petit que 3, et j'ai encadré ce truc entre deux entiers consécutifs, donc forcément la partie entière de ça c'est 2. Et donc vous avez trouvé la formule générale pour fabriquer n'importe quel entier. Je vous laisse la mettre dans le chat, à vous de jouer. Je suis en licence 2 de maths, mais j'aime plus trop les maths, je suis foutu, MDR. Heisenberg, essaye de voir ce qui t'attire le plus, de bien comprendre, essaye de comprendre aussi qu'est-ce qui fait que t'aimes plus trop les maths, est-ce que c'est juste la difficulté, est-ce que tu as réalisé un truc, etc. Et de voir les cursus qui sont plus adaptés. Bon, c'est pas perdu, hein, il y a moyen de se refaire même dans cette situation. MDR, c'est plus simple quand on est dans notre lit qu'à l'épreuve. Ouais, je confirme. Bon, il y a les bonnes réponses, c'est parti, hein, vous l'avez vu venir. Si vous le voyez pas, vous continuez à refaire la même chose. Mais on va le faire, ça va être ça en fait. ENX plus 1. C'est ça qui va nous donner ce qu'il faut. Pourquoi? Parce que ça, c'est strictement plus grand que NX, qui lui est inférieur ou égal à NX plus 1. Parce que ça, c'est inférieur à ça, c'est même un strict ici, mais bon, on s'en fiche. Et je divise par X, donc j'obtiens ceci.
et ça, c'est strictement supérieur à n plus 1. Ceci est encadré entre n et n plus 1, donc la partie entière de nx plus 1 sur x, c'est égal à n. Donc en fait, pour chaque entier n, j'ai réussi à trouver un entier, tel que cet entier divisé par x, en prenant la partie entière, ça me donne l'entier en question. J'ai bien démontré que l'ensemble appliqué en x est égal, en fait, cette fois, tous les entiers naturels, donc à partir de 0. Ok, on est bon pour tout le monde? Ok, on passe à la suite. 3. Lesquelles des propriétés P inter et P union sont satisfaites lorsque le maximum est égal à 1. Bon, pareil, là, c'est des petites questions. Quand on a fait les calculs avant, bah là, ça va vite. Lorsque le maximum est égal à 1, déjà notez tout d'abord que les ensembles ne sont jamais vides, hein. Les expressions sont toujours définies. Vous avez du entier divisé par x. X est strictement positif, hein, comme précisé dans l'énoncé. Et donc la partie entière de n'importe quel réel, c'est toujours défini. Donc il y a toujours au moins un élément, et puis même on peut montrer une infinité d'éléments dans l'ensemble. Si le max est égal à 1, bah on a calculé, il y en a un des deux qui a un E de x qui vaut, alors c'était un peu plus haut, qui vaut n étoiles. Une question sur YouTube. On ne peut pas montrer que la différence entre n plus 1 sur x et nx est inférieure à 1, donc la partie entière prend toutes les valeurs de n. Oui aussi. Il faut expliciter un peu d'où tu dis que donc la partie entière prend toutes les valeurs de n. GG t'explique bien, je te remercie. Alors, la question 3, il y avait trop de disjonctions des cas. Non, pas tellement. Parce que, bon, alors je vais le faire en attendant l'autre question. Donc on a dit, s'il y en a un qui vaut 1, son ensemble E, il vaut n étoiles. Et la propriété P inter, c'est que l'intersection est vide. Mais on sait que les ensembles sont non vides. Donc s'il y en a un des deux qui vaut n étoiles, bah forcément l'intersection sera non vide. Il y a forcément une valeur qui est différente de 0 dans cet ensemble. Donc bah déjà on voit que P inter ne peut pas être satisfaite quand l'un des deux vaut 1, simplement, sans même savoir ce qu'il y a dans l'autre. Ensuite, est-ce que la propriété union est satisfaite? Alors on va détailler un petit peu pour la propriété union. Juste, je l'ai dit un petit peu à l'oral, mais est-ce que vous voulez que je précise de manière un petit peu plus détaillée les arguments pour dire que la propriété inter n'est pas satisfaite? Bah pour bêta égale alpha égale 1, la propriété union est vérifiée déjà. Oui, mais on n'a pas besoin de faire cette disjonction des cas, il suffit juste que le maximum des deux soit 1. Le maximum des deux c'est 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors on va dire, c'est interchangeable, mais ça veut dire par exemple qu'on a bêta strictement positif inférieur ou égal à alpha qui vaut 1. C'est interchangeable, je répète, donc ça peut être bêta qui est plus grand et qui vaut 1. Si bêta vaut 1, alors là effectivement ce que tu dis c'est ok, mais quoi qu'il en soit, bêta, il est inférieur ou égal à 1. Et peu importe, j'ai envie de dire, parce que si tu prends l'inverse, donc il est strictement positif, je peux prendre son inverse, il est supérieur, 1 sur bêta est supérieur ou égal à 1. Donc ça veut dire que l'ensemble de bêta, c'est une sous-partie de n étoiles, il n'y aura pas 0 dedans. Déjà, juste ça, ça suffit sans distinguer le cas bêta égale 1 et bêta inférieur strict égale 1. 0 ne peut pas être dedans, puisque bêta n'est pas plus grand que 1, bêta c'est 1 ou moins. Mais comme on sait que alpha est égal à 1, ben on sait que l'ensemble E de alpha, c'est égal à n étoiles. Donc nécessairement, on a que E de alpha union E de bêta, c'est égal à n étoiles. Là, on s'en fiche de l'éventuelle vacuité de E de bêta, mais je répète qu'il est non vide. Mais quoi qu'il en soit, l'union, puisque l'un des deux c'est n étoile, c'est n étoile. Et on a que l'intersection est non vide.
Pourquoi? Parce que E bêta est non vide. Et ça, c'est tout n étoile. E bêta est non vide et ne contient pas 0. Donc forcément, il y a une valeur qui est aussi dans E alpha puisque c'est n étoile. Donc la propriété P inter n'est pas satisfaite. Donc P union, c'est OK. P inter qui dit que leur intersection est vide, c'est pas bon. Merci, c'est plus clair. OK. Pas de question, on avance. Donc du coup, montrer lorsque le maximum est strictement supérieur à 1. Ça, c'est la question B. Alors du coup, là, il y a une propriété, vous pouvez déjà voir qu'elle n'est pas satisfaite. Pourquoi? Parce que vous avez l'un des deux qui est strictement supérieur à 1. Or, qu'est-ce qu'on a montré? Quand il y a un mec qui est strictement supérieur à 1, son epsilon, alors je vais donner le mot parce que j'en ai marre de dire E, c'est le spectre, c'est une notion, voilà, c'est une notion un petit peu poussée, spectre d'un certain nombre, ça se définit comme ça, mais c'était pas dans l'énoncé, vous verrez pas le mot dans l'énoncé, donc voilà, je l'appelle comme ça, epsilon de x, c'est le spectre de x. Le spectre de x, c'est n, ça contient 0, mais dans la propriété union, on veut que leur union soit égale à n étoiles. Donc, dès qu'on a quelqu'un qui est strictement plus grand que 1, c'est pas possible de vérifier la propriété union, parce que 0 appartient, encore une fois, on peut interchanger, et on le précise au début de la réaction, mais je vais supposer que c'est alpha. Donc le spectre de alpha, tac, parce que ça, c'est n, et donc on a que, tac, le spectre de alpha union, le spectre de bêta, ne peut pas être n étoile puisqu'il contient 0. Donc la propriété union n'est pas satisfaite. Oh la bourde, j'avais mal lu l'énoncé, c'est-à-dire pourquoi je te laisse répondre et moi j'avance. Maintenant la propriété P inter, bon, même délire, du coup, epsilon de alpha c'est tout n. Je vais quand même préciser ici qu'on suppose que alpha est supérieur ou égal à bêta, avec alpha, du coup, strictement plus grand que 1. Du coup, évidemment, P de... l'un est inclus dans l'autre, donc... je vais vite fait le dire, tac, ça, putain. Ceci c'est n, donc tout ça c'est égal tout simplement à epsilon bêta qui est non vide, et donc la propriété c'était que l'intersection soit vide, donc P inter n'est pas satisfaite. Donc quand il y en a un qui est strictement plus grand que 1, c'est dead. Ah, la propriété union, j'ai cru que c'était que l'intersection était n étoile, ouais. Attention aux erreurs de lecture, ça peut coûter très cher. Ok, donc ici, question 1, 2, 3, on est bon jusque là. On va commencer à rentrer dans le vif. C'est là que le vrai combat commence, les amis, donc faut être sûr que c'est bon pour tout le monde. Où peut-on trouver le sujet sur TikTok? Alors, je vais te mettre le lien, mais je l'affiche de temps en temps. Mais attends, je vais le remettre. C'est bon, je passe à la suite. Je t'en prie. J'ai pas rédigé de manière précise pour qu'on gagne du temps. J'ai simplement tout exprimé à l'oral. Mais du coup, en regardant les notes, essaye de bien reconstruire le raisonnement pour être sûr que tu sais tout refaire, en justifiant bien à chaque étape. Ok, super, tu fais quoi comme étude? Je ne fais plus d'études, je suis prof particulier. Est-ce qu'on pourrait afficher le sujet à chaque question? Je pense que ça serait mieux. Oui, ok. C'est une bonne idée, j'oublie un petit peu parce que moi je l'ai à proximité. Alors, surtout que là ça va devenir technique. Ok, donc c'est bon là, tout le monde voit le sujet, on passe à la question 4. Soit x un réel quelconque et n un entier naturel non nul, démontrer pour tout k supérieur ou égal à 0 que la partie entière de n de la partie fractionnaire de kx appartient à l'ensemble 0, 1, etc. jusqu'à n-1. Donc on veut montrer que la partie entière de n fois la partie fractionnaire de kx appartient à l'ensemble machin machin. Donc la partie entière de quelque chose, c'est un entier, puisque c'est la partie entière de quelque chose, et par définition la partie entière est un entier. Donc en fait, si vous montrez que ce truc-là est inférieur ou égal à n,
bah comme c'est un entier inférieur ou égal à n, il est bien dans l'ensemble qui est indiqué. Donc en fait, on aura juste à se dire ça, si c'est inférieur à n, c'est gagné. Et même si on montre que ce qui est à l'intérieur de la partie entière, c'est inférieur strictement à n, bah forcément la partie entière est inférieure ou égale à n-1. Pourquoi? Petit dessin. On est à la question 4a. Si vous avez un x ici, et si vous montrez qu'il est strictement inférieur à n, forcément sa partie entière, qui est inférieure ou égale à x, sera strictement inférieure à n. Et un entier qui est strictement inférieur à n est inférieur ou égal à n-1. Donc on va montrer que ce qui est dans la parenthèse est inférieur strict à x. Quand vous voulez montrer une inégalité, vous écrivez l'inégalité objectif et puis après vous l'ajustez pour retomber sur vos pattes et démontrer l'inégalité qu'on vous demande de démontrer. Donc là, nous, ce qu'on voudrait, c'est montrer que ça, c'est inférieur strict à n. Comment je vais démontrer ça? Bah ça, en fait, on l'a. On l'a à partir du cours parce que ceci, à partir du cours, on l'a à partir de l'énoncé. Si on revient à l'énoncé, alors je réaffiche l'énoncé. Si on revient dans l'énoncé, la partie fractionnaire x, donc frac x, la partie fractionnaire de x, c'est un réel x moins partie entière de x qui appartient à l'intervalle 0, 1, 1 exclu. Donc la partie fractionnaire est toujours strictement plus petite que 1. Donc on écrit ça. Peu importe ce que vous avez dans la partie fractionnaire, on s'en fout en fait. Ça, c'est strictement plus petit que 1. C'est supérieur ou égal à 0. Mais ça aussi, on s'en fout. Et donc du coup, bah, je multiplie par n et j'ai ce que je veux. Donc j'ai ce truc-là qui est inférieur strictement à n. Donc sa partie entière est inférieur ou égal à lui, et donc strictement inférieur à n. Mais comme c'est un entier et que n frac est positif, bah sa partie entière est supérieure ou égale à 0. Et donc ça, c'est bien dire que ce truc-là, ça appartient à l'ensemble 0, etc. jusqu'à n-1, puisqu'il est strictement inférieur à n. Ok, très bien, il y avait la réponse de Samy dans le chat. Très bien, j'avais pas vu. C'est cool, tu suis, super. Ce concours-là est destiné aux élèves de terminale, c'est ça? Oui, exactement. C'est pour les meilleurs élèves de terminale, mais il y en a beaucoup qui le passent pour voilà, tenter de voir un peu autre chose. Et au niveau du raisonnement, on est plus sur du prépa. Bac plus 5, bac plus 2. Question B. Démontrer qu'il existe deux entiers K et L tels que 0 inférieur ou égal à K, inférieur strict à L, inférieur ou égal à N. Et bah, cette quantité-là est égale. La partie entière de N fois la partie fractionnaire de Kx est égale à la partie entière de N fois la partie fractionnaire de Lx. Alors, a priori, on se dit, mais comment est-ce qu'on va trouver ça? Et en fait, en regardant les choses d'un peu plus près et différemment, on va voir que c'est pas si compliqué. Vous avez K supérieur ou pour tout K supérieur ou égal à 0. Alors dans la démonstration, il faudrait commencer en disant soit K supérieur ou égal à 0, un entier quelconque supérieur ou égal à 0, on associe patati patata. Donc le truc, on l'a démontré pour tout K. Pour tout K, on a démontré la propriété d'avant. Ça veut dire que bah, pour chaque entier, la quantité partie entière de tout ça, elle est dans l'ensemble 0 jusqu'à n-1, l'ensemble des entiers de 0 à n-1. Bah, si vous prenez pour K de 0 à n, mettez-moi dans le chat, de 0 à n, vous avez combien d'entiers? Merci d'avoir partagé le live, Fanfan, merci beaucoup. N'hésitez pas à liker d'ailleurs, hein. Liker, partager, ça fait vivre.
Principe des tiroirs, oui, mais je veux pas le dire tel quel, parce que le principe des tiroirs, c'est un énoncé de sup, et en fait, on va essayer de faire ressortir l'intuition du truc. N plus 1, ok, les TikTokers, vous êtes chauds. N plus 1 entier sur YouTube, ok, on est bon. Oui, de 0 à N, pardon, vous avez N plus 1 entier. Vous faites un test, hein. De 0 à 3, vous avez 0, 1, 2, 3, 4 entiers, etc. Donc de 0 à N, il y a N plus 1 entier. Donc ça veut dire que pour chacun de ces entiers-là, j'ai une quantité partie entière de N fois frac de Kx. Ça c'est mes cas. J'ai N plus 1 entiers, mais je sais que chacune de ces valeurs-là sont dans l'ensemble 0, tac, 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 jusqu'à N-1. Sauf que de 0 à N-1, j'ai N entiers. Donc, j'ai N personnes à répartir dans ces N plus 1 personne, pardon, à répartir dans ces N boîtes. C'est vrai que c'est un théorème qui s'appelle le principe des tiroirs, mais intuitivement, on voit que, enfin ça se voit, vous pouvez le dire comme ça en terminale, puisque l'énoncé n'est pas au programme de terminale tel quel. Si vous avez 10 t-shirts et 9 tiroirs, vous savez que dans un tiroir, vous allez avoir au moins 2 t-shirts. Pendant le concours, je connaissais que le nom anglais, Pigeonhole Principle, donc j'ai mis ça, on verra si ça passe. Oui, ça passe, le nom est correct. Encore une fois, je répète, vous n'aviez pas à justifier que c'était le principe des tiroirs, parce que cet énoncé tel quel, à proprement parler, n'est pas au programme de terminale. Si vous le justifiez comme je l'ai fait à l'oral, en le disant entre guillemets intuitivement, c'est bon, c'est bon pour ce niveau de terminale là, ça passe. Maintenant c'est très bien si vous avez utilisé l'énoncé, mais c'est pas nécessaire de connaître l'énoncé exact. D'ailleurs c'est un truc avec des applications, la formulation exacte, mais bon on s'en fiche. Vous n'étiez pas obligé de le connaître, juste en le disant comme ça c'était bon et c'était intuitif. Il fallait simplement regarder la situation avec un petit peu de recul, voir que vous avez N plus 1 objet que vous essayez de catégoriser dans N boîtes, et du coup vous avez forcément 2 objets qui ont la même catégorisation. Oui, donc d'après le principe des tiroirs, mais je reprécise, on n'est pas obligé de le dire comme ça, il y aura forcément 2 entiers, du coup ces 2 entiers seront distincts, 2 entiers K distincts, donc K est dans l'énoncé L, qui auront la même quantité, puisque cette quantité-là ne peut prendre que N valeurs possibles. On prend le plus grand d'entre eux, et le plus grand d'entre eux, c'est lui qu'on appelle L, et comme ils sont distincts, forcément il y en a un plus grand que l'autre, et donc j'ai L plus grand que K, 2 entiers distincts, tous les deux compris entre 0 et N, et comme ils sont distincts, j'ai ce strict ici au milieu, et donc j'ai que la partie entière de N fois la partie fractionnaire de Kx, c'est égal à la partie entière de N fois la partie fractionnaire de Lx. Le théorème des tiroirs, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'injection. Oui, si vous faites avec les cardinaux, en gros, le théorème des tiroirs, ça vous dit que quand vous avez une application de E dans F, si le cardinal de E, alors pour des ensembles finis, est strictement plus grand que celui de F, celui d'arrivée, alors votre application ne peut pas être injective. C'est-à-dire que si vous associez à chaque élément de... Tac, très vite fait. Dans F, là vous en avez plus que là, et tout le monde doit avoir une image. Donc c'est pas possible que tout le monde ait une image distincte, puisque dans F, j'ai strictement moins d'éléments qu'eux. Donc forcément, j'ai au moins 2 mecs qui arrivent sur la même image. Les images de F, ce sont les tiroirs. Donc voilà, petite parenthèse. C'est quoi frac? Je suis en sup et j'ai jamais vu ça. Alors regarde dans l'énoncé, c'était indiqué dans l'énoncé et il n'y a pas de notion à connaître. Tout est indiqué dans l'énoncé. Et ici, frac, on l'a défini. Frac x, la partie fractionnaire de x, il s'agit du réel x moins entière de x, partie entière de x. Donc x moins sa partie entière, c'est la partie fractionnaire et ça appartient à 0,1. Genre frac de 2,5, c'est 0,5. Oui, exactement, merci Samy. C'est la partie décimale, ouais, exactement. C'est la partie décimale dans le développement décimal propre. CF la polémique sur 0,9999, tout ça. Et logiquement, on a toujours frac strictement supérieur à 0,1. Alors il peut être égal à 0 frac, parce que si c'est un entier, cet entier est égal à sa partie entière,
et donc la différence vaut 0, et donc sa partie fractionnaire vaut 0. Donc la partie fractionnaire de 0,99999 à l'infini, et ben non, c'est pas 999 à l'infini, 0,99 à l'infini, c'est 0. Donc ça peut bel et bien être égal à 0. On remet le tableau. Ok, c'est bon pour cette question, on passe à la suite. Alors, désolé, sur Insta, je vous ai un peu lâché, ça va, ça vient. On a le droit de citer le théorème des tiroirs en terminale. Alors j'ai répondu à la question, mais du coup, vous pouvez le citer si vous le connaissez, mais c'est pas nécessaire. Le citer intuitivement, ça suffit dans le cadre de ce concours. C'est-à-dire donner l'argument, que vous avez n plus 1, n plus 1 entité que vous voulez ranger dans n boîtes. Vous le dites pas avec des boîtes comme ça, mais vous dites avec les valeurs, machin. Et forcément, il y en a deux qui auront le même. Exact bourde de ma part, ok. Ok, si c'est bon pour vous, on continue. Question C. Alors je remets l'énoncé, sinon on va me taper sur les doigts. On pose M est égal L moins K. Notez que L et K sont différents. L est strictement plus grand que K. Donc L moins K, M c'est supérieur ou égal à 1. C'est strictement positif. Démontrez que le nombre frac de Mx appartient à l'un des deux intervalles. Là, ça commençait un peu à se corser. Soit on est dans 0, 1 sur n, soit on est dans 1 moins 1 sur n, 1. Donc 0 inclus, mais tout le reste ouvert. Donc pour montrer qu'on est dans l'un ou l'autre. Allez, on va essayer de finir la question 4, ça serait pas mal. Ouais, si on est chaud pour la... On va finir la question 4 pour aujourd'hui, puis à 19h on reprendra avec à partir de la 5 et la partie 2. Ce qu'on va essayer de faire, du coup, là, c'est procéder par l'absurde. Pourquoi ? Parce que plutôt que de faire un raisonnement, on sent que là il y a un raisonnement où on est dans un morceau ou un autre de l'intervalle, mais c'est pas hyper commode à manipuler de dire que je suis là ou là. Par contre, si vous notez en fait votre intervalle 0,1, bah là vous avez 1 sur n pour une certaine valeur de n, donc plus n est grand, plus 1 sur n est proche de 0, et en fait votre 1 moins 1 sur n, il est là. Ça veut dire que ce qu'on vous demande de démontrer, c'est qu'on est là-dedans. Autrement dit, on vous demande de démontrer qu'on n'est pas là-dedans. C'est pas la même qualité que sur Insta. Bienvenue à 3 Alphonse, content. Oui, venez sur mon YouTube, hein. Pour ceux qui voient mal sur Insta, venez. Ok, donc voilà le dessin. Donc, on va montrer qu'il n'est pas possible que la partie fractionnaire de m fois x soit dans la partie bleue. Donc on ne peut pas avoir... Alors nous, on veut que ce soit dans strict, donc on veut 1 ou égal... Si on démontre que ça c'est problématique, bah c'est gagné. Ça voudra bien dire que la partie fractionnaire de mx est dans la partie vert kaki. On voit pas, oui, ok, je viens de recevoir le message en décalé. Là j'ai changé, c'est bon, tout le monde voit. Ah, ça va mieux. Ok, super. Bah c'est parti, on écrit ce que ça signifie. Frac de mx, qu'est-ce que c'est? Alors là je l'écris en bleu parce que ça c'est votre brouillon. Vous partez de l'inégalité que vous voulez et vous vous assurez qu'à chaque étape vous faites des trucs que vous pouvez renverser, c'est-à-dire des équivalences. Et après, vous réécrivez les inégalités dans le bon sens en finissant par la conclusion en disant que c'est absurde. Non, là on peut partir de ça parce qu'on fait un raisonnement par l'absurde. J'ai dit une bêtise. Comme c'est un raisonnement par l'absurde, on peut directement partir de ça. Bon, je vais le laisser en bleu, on va voir ce que ça donne, mais je vais le rédiger. La partie fractionnaire de mx, bah, c'est mx moins la partie entière de mx. Ça serait inférieur ou égal à 1 sur n, et supérieur ou égal à ceci. Alors là, on fait un effort de concentration, ça va être un petit peu plus technique. L'idée, c'est de décomposer ça le plus possible, parce que M, en fait, c'est notre L moins K. Donc ça va faire Lx moins Kx, moins la partie entière de Lx moins Kx. Maintenant, l'idée, c'est de casser ça pour rassocier puis avoir des parties fractionnaires, parce qu'il y a des choses qu'on peut dire sur les parties fractionnaires de Lx. On a des choses un peu plus intéressantes à dire d'après les questions précédentes. Et donc, on va essayer d'imaginer, bah là, comme j'ai une différence, est-ce que ça pourrait pas être quelque chose... Alors, je vais prendre une autre couleur. Est-ce que ça pourrait pas être un truc du genre partie entière de Lx
moins partie entière de kx. Est-ce que la partie entière d'une différence est la différence des parties entières? Je vous pose la question dans le chat, répondez. Est-ce que la partie entière d'une différence, c'est la différence des parties entières? On précise, alors une autre façon de l'écrire, L moins K égale M, donc M plus K est égal à L. Je pense que oui. Ok, donc sur YouTube, je pense que oui. Je pense pas. Qu'est-ce qui te fait dire que ça n'a pas l'air de marcher sur TikTok, RX? Alors je précise que ça équivaut à dire que la partie entière d'une somme, c'est la somme des parties entières. Ce serait cool, oui, mais je crois pas. Effectivement, ça serait magnifique, mais la vie est généralement pas aussi belle. Bon, on va prendre des exemples pour tester et puis voir un peu comment ça fonctionne. 1,1 plus 2,3, ça nous fait 3,4. Partie entière ici 3, partie entière 2, partie 1. Ok, ça a l'air de marcher. Essayons des trucs un petit peu plus tordus. Hein. Quand vous prenez des exemples, ne prenez pas les trucs qui confirment l'idée que vous avez. Essayez d'inventer le truc le plus tordu possible pour mettre à mal votre hypothèse. Et c'est là qu'en fait il va se passer des choses intéressantes. On va prendre 1,6 et 2,6 aussi. Ce qui nous fait 3, 4,2, 6 et 6, 12, ouais c'est bon. Partie entière ici 4, 2, 1. Ah non, ça ne marche pas, c'est faux. 0,5 plus 0,5 Raphaël dans YouTube, très bien Raphaël, exemple beaucoup plus simple. Donc vous prenez plein d'exemples, vous voyez que du coup ça ne marche pas, c'est faux. Mais on a quand même un petit lien quoi. La partie entière là et là, ça n'a pas l'air d'être bien différent de la somme. On dirait que soit la somme des parties entières, c'est la partie entière de la somme, soit on a rajouté 1. Donc on continue avec des exemples. Et en fait, là, en faisant plein, vous n'allez pas trouver d'exemple comme ça qui va contredire ce que je viens de dire. Pourquoi? Parce qu'en fait, il se trouve que c'est vrai. Et ça, vous pouvez le démontrer rapidement. Au maximum, alors je vais le faire visuellement. Vous avez x ici. Vous avez sa partie entière là, n, et vous avez n plus 1. Le maximum d'écart que vous avez ici, c'est 1. C'est plus petit que 1, ce truc. Non, on ne va pas faire ça. C'est pas cette partie qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est ici. La partie fractionnaire. Au maximum, votre partie fractionnaire, qui est l'écart entre la partie entière et x, c'est 1. Mais la somme de vos valeurs, on est d'accord que x plus y, d'après d'ailleurs, il y avait une question sur ça, c'était la question 1b. 1b. Alors c'est écrit avec du y, donc je vais pas prendre x et y. Je vais prendre x1 et x2. C'est y1 plus n1 plus y2 plus n2. Donc n1 partie entière de x1, n2 partie entière de x2. y1, y2 les parties fractionnaires et sont tous les deux compris entre 0 et 1. Donc ça va être majoré, c'est inférieur strict à 1. Donc la somme des deux est inférieure strict à 2. Et donc tout ça c'est majoré strictement par 2 plus n plus 1 plus n plus 2. Donc x1 plus x2 c'est majoré strictement par 2 plus n plus 1 plus n plus 2. Et donc la partie entière, qui est l'entier le plus grand en dessous, c'est majoré strictement par 2 plus la partie entière de x1 plus la partie entière de x2. Ça veut dire que la partie entière de x1 plus x2, soit ça vaut la partie entière de x1 plus la partie entière de x2. Pourquoi? Parce que comme x1 est minoré par sa partie entière, et x2 aussi, ça c'est bien minoré par la partie entière de ça, plus ça. x1 est minoré par ça, donc partie entière de x1 est plus petit que x1, partie entière de x2 est plus petit que x2, donc la somme des deux est plus petit que la somme de ces deux-là, mais cette somme de parties entières est un entier, et comme c'est un entier plus petit que x1 plus x2, il est forcément plus petit que le plus grand des entiers, plus petit que x1 et x2. Donc ça nous dit que e de x1 plus e de x2
c'est inférieur à E de x1 plus x2. Et ça, on vient de démontrer que c'est strictement inférieur à ça. Donc ce truc-là, bah, c'est soit E de x1 plus E de x2, soit E de x1 plus E de x2 plus 1. Et on a fait des cas où on a bien plus 1. Donc c'est vraiment possible que ce soit les deux. Donc au max, on ajoute ceci. Oui, ok. 0,5. 0,9 plus 0,9, j'avais pas vu sur YouTube. Ça me ferait mal que ça marche. Ça aurait été pénible. Mais parfois, il y a des petits trucs comme ça, on se dit bof, et finalement... Ok, donc en fait, on va tester les différents cas. Soit c'est la somme des deux, soit c'est la somme des deux plus 1. Alors, je vais reprendre cette inégalité. Donc, on va écrire les deux situations. Lx moins kx. Donc, premier cas, c'est la somme, c'est tout simplement la somme. Donc j'ai moins ELX plus EKX inférieur ou égal à 1 moins 1 sur n inférieur ou égal, supérieur ou égal pardon, à 1 sur n. Au premier cas on a ça, je multiplie par n, ça me fait 1. Donc n Lx moins ELX c'est n fois la partie fractionnaire de Lx. Moins n fois la partie fractionnaire de kx, donc moins kx plus partie entière de kx, c'est moins devant kx moins la partie entière, donc moins la partie fractionnaire et multiplié par n, moins n la partie fractionnaire de kx. Alors pardon, on n'a pas 1 moins 1 sur n, puisqu'on a multiplié par n du coup. Là, on a n-1 de ce côté-là. Je factorise. C'est n-1, oui, merci. n-1 à droite, ouais, ok. Non, on n'a pas besoin de factoriser. On va se concentrer sur l'inégalité de gauche. Ici, on a dit que la différence entre ces deux trucs est supérieure ou égale à 1. Mais regardez, en fait. N frac Lx et n frac kx, d'après la question 4b, ils ont la même partie entière. Donc leur différence, si deux mecs ont la même partie entière, bah, vous avez x1 et vous avez x2. Si deux mecs ont la même partie entière, forcément leur différence est strictement plus petite que 1. Donc comme ils ont la même partie entière, leur différence est strictement plus petite que 1, donc là, ce côté-là, ça ne peut pas marcher, je ne peux pas être supérieur ou égal à 1. On peut montrer que c'est équivalent, leur différence... non, c'est pas équivalent, pardon. C'est pas équivalent. Mais avoir la même partie entière, ça implique que leur différence est strictement plus petite que 1. Donc on a une absurdité avec cette inégalité-là. Cette inégalité-là n'est pas possible, dans le cas où on n'a que la partie entière de cette différence, c'est ça. On va faire le deuxième cas. Donc, alors je vais juste réécrire l'égalité. C'était m plus k égale l. M plus k égale l. Et on était sur les parties entières de Lx, mx. Ok. Donc la deuxième situation, c'est est-ce que la partie entière de mx plus kx, quand elle est égale à la partie entière de mx plus la partie entière de kx plus 1, est-ce que là aussi ça marche? On revient dans l'inégalité ici, et donc ça c'est la partie entière de Lx, et donc j'aurai que la partie entière de mx, c'est la différence. Donc, j'ai 1 sur n inférieur ou égal à tout ça. C'est pas
le même bleu. C'était ce bleu-là. Ouais. Lx moins Kx. Moins du coup. Donc ça c'est EMX moins E. Lx plus E. Kx. Plus 1. Et ça c'est inférieur ou égal à n-1. Donc ça nous ferait 1 n frac 2Lx moins, on va mettre comme ça, frac 2Kx, c'est à moins 1, donc là j'ai un plus n, inférieur ou égal à n-1. Ça cloche parce que on va se concentrer sur ça, on va voir que ça pose problème. Alors pour le voir clairement, on va écrire juste cette inégalité en réarrangeant n frac Lx. Donc je simplifie par n, ça serait inférieur à n frac Kx. N frac Kx moins 1, je prends les parties entières. Donc les parties entières vérifient les mêmes inégalités. Moins 1, ça sort de la partie entière, hein, par la propriété que j'avais donnée avant. Mais d'après la question précédente, d'après la 4b, ces deux trucs-là sont égaux, ce qui voudrait dire que j'ai moins 1 supérieur à 0. Ce qui évidemment est absurde. Donc quelles que soient les situations, cette inégalité-là ne peut pas être vraie. Donc par l'absurde, j'ai montré que frac de mx n'appartient pas à l'intervalle fermé, hein, parce que j'avais des larges. Ce qui est exactement dire que frac mx appartient à 0, 1 sur n ouvert, union 1 moins 1 sur n ouvert, 1 ouvert, parce que la partie fractionnaire est plus petite que 1. En prépa, on fait ça facile. Je dirais pas facile, non, il y a beaucoup de prépas qui galèrent sur ça. Donc non, je dirais pas facile. Mais ça se fait, ouais. C'est un bon exercice de prépa. Donc est-ce que c'est bien clair pour tout le monde, ces inégalités? Donc j'ai procédé par l'absurde, je récapitule, on va remonter un petit peu. J'ai procédé par l'absurde en supposant que je suis là-dedans, dans la zone bleue. J'ai décomposé l'écriture de la partie fractionnaire de mx, comme ça, et ça, j'ai fait les deux cas où soit c'était égal à la différence, soit un petit peu plus bas, alors là la différence, soit plus bas, c'est égal à la différence moins 1. Premier cas où c'est juste la différence, on a une absurdité ici, puisque j'ai une différence qui est supérieure ou égale à 1, alors que ces deux personnes-là ont la même partie entière. Des personnes qui ont la même partie entière, forcément leur différence est strictement plus petite que 1. Donc leur différence ne peut pas être supérieure ou égale à 1, absurdité dans ce cas-là. Deuxième situation, j'ai cette égalité sur les parties entières, autrement dit j'ai que E de mx est égal à E de Lx moins E de Kx moins 1. Je remplace ici, ce qui me fait ceci, et je multiplie par n. Et donc de ce côté de l'inégalité, il y a une absurdité, puisqu'en simplifiant par n, j'obtiens que n partie fractionnaire de Lx est inférieur ou égal à n partie fractionnaire de Kx moins 1. Si je prends les parties entières, si quelqu'un est plus petit qu'un autre, leur partie entière vérifie le même ordre. Donc la partie entière de lui est plus petite que la partie entière de lui, mais la partie entière de tout ça, c'est la partie entière de juste ça, moins 1. Quand on ajoute ou soustrait un entier, ça sort de la partie entière. D'après, alors on avait fait la remarque, mais ça peut se redémontrer avec la question 1b. En simplifiant, puisque les deux sont égaux d'après la question 4b, j'ai que moins 1 est supérieur à 0, ce qui est absurde. Donc c'est absurde d'être dans cet intervalle-là, mais comme c'est une partie fractionnaire, je suis dans 0,1 ouvert, et donc je suis dans 0,1 sur n, union 1 moins 1 sur n1, ce qui veut bien dire que je suis là, ou bien là. C'est clair, Rx, ok. K inférieur à 1.
inférieur à L. Oui, K est inférieur à L. Pardon, j'avais pas vu ta question, RX. K est inférieur strict à L. C'est la 4B. C'est la question 4B. Dans la manière dont on les a fabriqués à cette question, oui. Donc j'attends YouTube. Est-ce que c'est clair pour vous sur YouTube? Ok, pas de réponse sur YouTube, tant pis. Alors, on va s'arrêter là, comme ça fait déjà un petit moment. On reprend à 19h, on va faire la suite, et puis on va essayer de finir la partie 2. Voilà, donc là pour cette partie 1 il nous reste DE 5A 5B, il y a des questions qui sont un petit peu plus rapides et les questions partie 2 ça va un petit peu plus vite maintenant qu'on a posé les choses. C'est bon pour tout le monde, on se dit rendez-vous 19h et si vous pouvez pas, bah ça sera rediffusé, vous inquiétez pas, sur mon YouTube, donc profil YouTube, il est disponible que ce soit sur mon TikTok ou sur mon Insta, il y a le lien, vous vous abonnez et puis j'essaie de mettre demain, si c'est pas demain, ce sera après-demain. Bye, à plus tard pour ceux qui peuvent.